Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à 5 ans, c'est à Beila, à Tlepoulou, c'est en Zélékoré, il est 22h. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Opération de récupération des domaines de l'État suite à la tension qui semble monter dans la cité. Les membres du CNRD ont rencontré ce lundi certains leaders politiques dont les principaux concernés. Si le CNRD promet de ne pas reculer, Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré et les autres ont demandé juste le respect de la procédure judiciaire normale en la matière. 100 jours du gouvernement Béavogui, les citoyens sont partagés entre mi-satisfaits et non satisfaits. Si des actions sont saluées notamment dans le processus de refondation de l'État, le panier de la ménagère, lui, reste très élevé et cher pour les citoyens lambda. Vous entendrez certains dans ce journal. Et de la danse, on en parlera dans ce journal. Si pour beaucoup, danser est une pratique ou est synonyme de fainéantise, les pratiquants, eux, se sentent bien dans ce métier. C'est notre angle de ce soir réalisé par Malik Sangiana Kamara. Une fois encore, bonsoir. Certains leaders de la classe politique guinéenne et le CNRD se sont retrouvés cet après-midi de lundi au camp Samori Touré de Conakry. Un langage de vérité des leaders et une menace à peine voilée des militaires, apprend-on. Dès après la rencontre, Cellou Dalein Diallo a animé un point de presse à son domicile à Dixine. Mamadou Sadio Baldé, décryptage. À l'issue de nos échanges, la délégation du CNRD a promis de rendre compte à qui de droit et de nous revenir d'ici la fin de la semaine. Je vous remercie. Ils iront rendre compte à qui de droit, car ils avaient un message à passer aux hommes politiques. Selon une source, les militaires auraient dit, je cite, « Nous avons engagé une réforme et nous ne reculerons pas. Nous avons besoin d'un accompagnement que de la résistance. De toute façon, vous avez plus à gagner en nous accompagnant que de nous combattre. Nous serons intraitables sur nos engagements. » Fin de citation. S'agissant de la campagne de récupération des domaines publics, tous les leaders ont approuvé l'intention, mais ne se sont pas empêchés de rappeler que la justice doit être au centre de la démarche. De façon quasi unanime, tous les leaders ont souscrit à l'action et de récupération des biens de l'État, mais ont tous demandé que la justice à cet égard soit leur boussole, pour éviter que de pauvres citoyens, d'honnêtes citoyens ou cadres de l'État, ayant acquis des terrains ou des bâtiments relevant du domaine privé de l'État, ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés. Les tensions constatées dans la cité sont les conséquences d'un manque de dialogue, ont souligné les leaders. Toutes les parties gagneraient à ouvrir un couloir de discussion pour la réussite de la transition. Nous avons tous insisté sur ça en rappelant les avantages du dialogue, dont l'absence est source de conflit, surtout en période d'exception, puisque pendant cette période, comme vous le savez, l'Assemblée est dissoute, le président supposé lui est déposé, la Constitution aussi est suspendue. Même dans un désaccord, cette rencontre aura permis au CNRD et à la classe politique d'exprimer clairement leurs intentions, cette fois-ci sans médias interposés. Peut-on dire que nous sommes entrés de plein pied dans la transition? Les prochains jours nous édifieront. Puisque nous parlons de Cellou Dalein Diallo depuis sa défaite en 2020 aux élections présidentielles, les fédéraux de l'Union des forces démocratiques de Guinée dans la région de Kankan ont tenu leur première assemblée générale ce dimanche. Objectif, tirer les leçons du passé et se projeter dans l'avenir. Des bruits ces derniers temps entre le président de l'UFDG et les nouvelles autorités ont été également au centre des débats. Il était présent notre correspondant régional Alpha Oumar Koïta. C'est au domicile privé du secrétaire fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée à Kankan que s'est tenue cette première assemblée générale des fédéraux du parti dans la région. Objectif,
tirer les leçons de l'échec de l'UFDG lors des dernières échéances électorales en vue de se projeter de nouvelles actions pour la conquête du palais. Sékou Touréa. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui à Kankan, c'est parler de la vie du parti. L'UFDG a vécu en Haute-Guinée. Et dans ce qu'il a vécu, il y a des hauts et des bas. Maintenant que ce temps est passé, nous nous sommes réunis premièrement pour tirer les leçons du passé, pour éviter les bas que nous avons enregistrés et améliorer les hauts que nous avons enregistrés pour que l'UFDG aboutisse à la présidentielle. Au cours de cette assemblée, ces cadres de l'UFDG venus de Kirouani, Mandiana, Sigirin, Kouroussa et Kankan se sont aussi penchés sur le cas des dossiers accablants ces derniers temps. Leurs leaders, pour eux, il y aurait une main noire derrière ces décisions du CNRD et les anciens dignitaires du défunt régime d'Alpha Condé sont pointés du doigt. Tout ce que les gens s'engagent contre notre président, nous n'avons aucune inquiétude. Cellou Dalein est très blanc, blanc comme la neige. Il y a des bras noirs derrière. Quand vous prenez ceux qui sont nommés, c'est des RPGistes. Donc il y a une main noire. Donc notre boussole, c'est l'espoir que nous avons, c'est la justice. C'est d'attirer les militants, surtout les femmes, les jeunes. Si on attache la ceinture, tôt ou tard, on va aller à Sékou Touréa. La restructuration des cellules de base du parti à travers la région, la mise à disposition des moyens adéquats aux différents responsables régionaux et préfectoraux du parti pour le bon fonctionnement de leurs fédérations respectives sont entre autres recommandations formulées au cours de cette assemblée et remontées au président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Je vous le disais au sommaire, le gouvernement de transition dirigé par Mohamed Beavogui a 100 jours aujourd'hui. Des actes majeurs ont été posés, de nombreux défis restent encore à relever. Certaines vieilles habitudes refont surface, déplore le leader de l'Union des forces démocratiques. Mamadou Kalisso et Mohamed Silla l'ont rencontré. Suivez le reportage. 100 jours après la formation du gouvernement Mohamed Beavogui, les principes démocratiques exigent une évaluation préliminaire. Des observateurs saluent le redémarrage des travaux sur le tronçon Koya-Mamoun-Daboula, les échangeurs des kilomètres 36 et Kagbele, la récente tournée du ministre de l'Éducation nationale à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités de l'école guinéenne. Cet acteur politique salue aussi la réduction du train de vie de l'État. On sent quand même l'État est en train de réduire, le CNRD est en train de réduire le train de vie de l'État. Ce que nous ne pouvons pas ne pas saluer et noter. Réduire le train de vie de l'État pour vraiment s'occuper, dégager des ressources pour s'occuper réellement du bien public. Et là-dessus, il y a beaucoup à faire, mais il y a des pas qui sont franchis. Les pompages énormes, la corruption, le pillage à ciel ouvert des caisses publiques semble s'estomper. La preuve, c'est que le franc guinéen est fortement remonté sur les marchés de change. Et donc, ce sont des éléments positifs. Le président de l'Union des forces démocratiques apprécie également la mise en place de la CRIEF afin de traquer les prédateurs économiques. Par ailleurs, il dénonce la résurgence de l'insécurité, la pollution de l'environnement africain, mais aussi le 2 poids 2 mesures dans la récupération des domaines publics de l'État. On a restitué les biens revendiqués par la famille de Sékou Touré et on a mis dehors la famille de Diallo Telli, donc sa victime qui a été crapuleusement assassinée en 1977. Et là, il y a 2 poids 2 mesures qui sont extrêmement dommageables et dramatiques. Sur le plan international, la Guinée risque d'être confrontée aux flambées des prix du pétrole qui affectent la plupart des pays. Sur ces 100 jours du gouvernement Beavogui, si certains citoyens trouvent son bilan négatif, d'autres par contre parlent de quelques actes positifs posés. Rosaline Goto, Monemou, Ibrahima Souri 5 Souma ont rencontré certains dans les rues de Conakry. Suivez le reportage. Le Premier ministre Mohamed Beavogui est en fonction depuis le 6 octobre 2021. Après 100 jours à la tête du gouvernement de transition, nombreux sont des citoyens qui trouvent négatif son bilan. Ils fustigent la cherté des produits de première nécessité et la situation socio-économique contraste. Négatif en ce sens que nous avions assisté à des tares posées par ce régime
parmi lesquels nous pourrons citer la nomination de Dansa Kourouma comme président du CNT, qui n'a aucune valeur pour être là, aucune valeur juridique, institutionnelle, instructive. Pour moi, le bilan de monsieur le Premier ministre, ce n'est pas sa personne qui me déplaît, mais le bilan pour moi, ce n'est pas positif. Dans la mesure où la vie quotidienne des citoyens, rien n'a changé. Rien. Les choses vont de empire en empire. Dans la gouvernance de Mohamed Beavogui, la récupération des domaines de l'État est l'acte le plus salué par d'autres citoyens. Certains pensent également qu'il devait mettre tout en œuvre pour amener le CNT à organiser le plus vite que possible les élections afin de sortir de cette transition. Les 100 jours de Mohamed Beavogui, il y a des choses qui sont très très positives et il y a des choses aussi qui sont négatives. Les choses qui sont très très positives, la récupération des deniers publics, c'est salutaire, c'est très très salutaire. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est les élections. Depuis qu'il est venu au pouvoir, vraiment moi je le félicite. Je le félicite en tant que citoyen guinéen. Le fait qu'il a réuni beaucoup de jeunes, c'est la jeunesse qu'il est en train de monter au pouvoir en l'air. Il faut rappeler que dans sa première déclaration, le 7 octobre 2021 devant des médias locaux, Mohamed Beavogui a rassuré que son équipe posera les bases harmonieuses. À sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya avait promis la baisse des prix des tarifs douaniers depuis plusieurs mois dans le but de soulager le panier de la ménagère. Jusque-là, cette annonce tarde à se concrétiser sur le terrain. Sur les marchés de Conakry, les prix des denrées ne font qu'augmenter selon nos constats et les témoignages. Interrogés, des citoyens demandent aux autorités de s'impliquer pour notamment soulager le panier de la ménagère. Le reportage est signé Djeneb Bangoura et Aliouba. Ces derniers temps, sur les marchés du pays, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse considérable aux yeux des citoyens. Le sac de riz blanc se négocie à 315 000, le bidon d'huile de 20 litres à 320 000, celui de 10 litres à 170 000, le sac d'oignons à 180 000, le sac du gombo à 2 millions de francs guinéens pour ne citer que ceci. Une situation inquiétante pour ces femmes que nous avons interrogées. Je n'ai observé aucun changement depuis l'arrivée de Doumbouya au pouvoir. Les poissons se font de plus en plus rares. C'est seulement le prix du riz qui a un peu baissé. Le gombo est actuellement trop cher sur le marché. Nous vendons 5 à 10 000 et 3 à 5 000 francs guinéens. Embarrassée par cette dure réalité de la vie, cette jeune dame veuve et mère de 2 enfants ne cache pas son ressenti. Je l'ai pris de vraiment nous aider et de faire tout possible pour que tout se diminue sur le marché parce que vraiment c'est pas facile. Quelques semaines après le putsch, le chef de la junte avait pourtant promis de revoir à la baisse les tarifs douaniers sur les produits de consommation. La mesure a-t-elle été appliquée? Cet opérateur économique nous fait savoir que rien n'a changé. Au niveau de l'ASA, il n'y a pas de diminution au niveau international. Au niveau du transport, il y a eu des augmentations du coût du transport que tout le monde le connaît déjà. Mais aussi au niveau du port et au niveau de la douane, il n'y a pas eu de changement. Donc il n'y a pas eu de diminution. Donc ça, croyez-moi que si au niveau de la douane et au niveau du port, si il n'y a pas de réajustement au niveau de ces deux structures, ça sera très difficile de parler de diminution adéquate. Sur la question, une rencontre doit avoir lieu ce mardi entre les autorités de la douane et des opérateurs économiques, nous apprend-on. Restons toujours avec le citoyen lambda, le bas peuple, avec cette question. Mais pourquoi certains habitants souffrent-ils toujours pour avoir de l'eau alors que d'autres n'essuient aucune sueur? Nous avons voulu comprendre avec des spécialistes, mais avant un petit tour dans des quartiers de Conakry aux réalités très différentes. Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. À Conakry, voici l'un des secteurs où l'eau ne manque presque jamais. Yimbaya École, dans la commune de Matoto. Ici, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il suffit
d'ouvrir le robinet et attendre. Toutes les heures, tous les jours, l'eau ne manque pas, moins qu'il y a une panne. Mais à plusieurs kilomètres de là, à Hamdallah, secteur 2, dans la commune de Khatoma, c'est une autre histoire. Ici, les robinets sont des vestiges d'une époque longtemps révolue. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas de l'eau. En tout cas, c'est au moment où Sidia était Premier ministre. À l'époque, on puisait ici. C'est petit à petit que l'eau a cessé de venir. Aujourd'hui, sans aucune importance, il prévoit d'arracher le tuyau. Mais pourquoi la SEG n'arrive pas à desservir tous les quartiers de Conakry? Avec la situation tendue à la SEG, difficile d'avoir un répondant. Mais hors micro, un employé de la SEG nous apprend que certains quartiers n'ont pas de conduite et que la SEG manque d'infrastructures, des moyens pour ravitailler les quartiers en hauteur. Voici quand même ce que disait Mamadou Djoulde Diallo quelques mois avant son arrestation pour détournement. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en train de se débattre pour pouvoir trouver les moyens nécessaires pour régler ce problème. Autant la population augmente, autant les équipements se dégradent, autant les besoins sont là. Seule certitude, beaucoup de partenaires ont accompagné la Guinée et malgré tout, beaucoup de personnes souffrent pour avoir de l'eau dans un pays qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. 6 morts et 2 disparus, triste bilan d'un naufrage survenu ce samedi dans la commune rurale de Benti, préfecture de Forêt-Karia. Au lendemain de ce naufrage, en séjour à Kindia, le procureur près le tribunal de première instance de Forêt-Karia, Amadou Diallo, a fait une déclaration à cet effet ce dimanche avant de préciser que le piroguier et le chef du port de Benti sont tous deux interpellés et mis à la disposition des agents du service de sécurité pour des fins d'enquête. On écoute au micro de Aboubakar Kevin Silla. Dans la soirée du samedi 19 février 2022, aux environs de 13h, une pirogue contenant 30 passagers partait du port de Benti pour le village de Yogbe, localité relevant de la sous-préfecture de Benti, préfecture de Forêt-Karia. Quelques minutes donc, après le départ de cette pirogue, sous l'effet du poids excessif, la pirogue chavirait. Le bilan fera état de 6 morts, dont 5 enfants et une femme. Il faut relever également que 2 passagers sont portés disparus et qu'il y a eu ainsi 22 rescapés. Le parquet de Forêt-Karia, sur instruction de M. le procureur général près la cour d'appel de Conakry, ordonnait la restitution des corps aux familles éplorées pour des fins d'inhumation. Le parquet de Forêt-Karia informe plutôt cette même population et les autorités à tous les niveaux que le piroguier et le chef du port de Benti sont interpellés et sont activement en train d'être interrogés à la compagnie gendarmerie territoriale de Forêt-Karia afin de mieux situer les responsabilités dans cette affaire. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle continue son opération de réinsertion socio-professionnelle des jeunes Guinéens. Ce lundi, une délégation de l'Union européenne a été reçue par les autorités du département au centre des débats « Comment aider les jeunes Guinéens à accéder à une formation de qualité ». Des projets de financement, entre autres, sont proposés et Mohamed Valek Touré et Ibrahim Souri Kamara étaient de la partie. Suivez leur compte rendu. Au menu de cette rencontre, une éventuelle possibilité d'intervention dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un échange au cours duquel plusieurs points ont été évoqués, notamment la formation des jeunes et la présentation du document de stratégie élaboré par le département. L'engagement est pris. Le partenaire est prêt à accompagner la Guinée dans le cadre de la formation socio-professionnelle des jeunes. Quelles étaient les lignes stratégiques de son ministère pour les années à venir et donc voir comment l'Union européenne pourrait peut-être dans une certaine mesure accompagner cette stratégie, ce développement de l'enseignement professionnel en Guinée. Pour nous, c'est un point clé pour le développement de l'emploi aussi. De par cette base, certaines pistes se dessinent à l'horizon, disent-ils.
Le programme de formation des jeunes, des points de synergie avec le secteur privé, notamment dans le secteur des mines, de l'agriculture et le BTP ont été passés en revue. La mise en place des programmes spécifiques d'alternance pour que les étudiants aient l'opportunité de pratiquer les théories dans les écoles en est une préoccupation. L'Union européenne est un des partenaires les plus importants de la Guinée en termes de financement. Donc avec l'Union européenne et d'autres bailleurs, nous entendons dans les prochaines semaines mettre en place un véritable programme de formation des formateurs. Depuis 10 ans, la Guinée souffre du manque criard de formateurs dans les écoles et cela s'est aggravé par le départ massif de formateurs qualifiés au 31 décembre dernier. L'important, c'est justement de pouvoir mettre en place un système pérenne, durable, qui puisse permettre de reproduire des formateurs, de former des formateurs à tout instant. Avec ce projet, le département en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend booster les compétences managériales des jeunes afin de permettre à l'institution d'être plus forte. Éducation toujours, certains acteurs du système éducatif guinéen ont réagi ce lundi à la tournée du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Tous ont apprécié le fait que Guillaume Awing se soit déplacé pour aller s'enquérir des vraies réalités de l'école guinéenne. Toutefois, ils ont également déploré l'état des infrastructures scolaires tout en demandant l'ouverture des enquêtes sur des fonds alloués à l'éducation au cours des 10 dernières années en Guinée. Justin Leno, Méchant Kourouma. Des écoles délabrées découvertes à l'intérieur du pays où les tout-petits étudient à même le sol, comme si l'éducation n'a jamais été une priorité en République de Guinée. Cet encadreur s'interroge sur ce qui s'est réellement passé avec les fonds alloués au système éducatif au cours des 10 dernières années. D'abord, nous avons apprécié la tournée marathon du ministre, qui n'est pas un ministre uniquement pour les bureaux, il est un ministre pour le terrain. On a vu des ministres qui ont posé des jalons, mais à chaque tournée, c'était des facettes des écoles qui sont nouvellement construites qu'on faisait sortir. Et chaque fois un autre ministre vient, c'est les mêmes écoles nouvellement construites qu'on fait l'éloge. Mais en réalité, toucher du doigt aux réalités cruelles, nous apprécions vivement le ministre. Et nous nous demandons d'aller en profondeur dans ces réformes. La confusion, c'est aussi l'APAU, cette cotisation parentale obligatoire censée rénover les écoles et acheter des tables-bancs pour les apprenants. Est-ce que les fonds qui ont été toujours débloqués ont été utilisés comment? Ou bien est-ce que c'est à ces écoles rencarts-là que les écoles guinéennes de l'intérieur se limitent à ça? Parce que à l'Assemblée nationale, au cours de la délibération chaque année, nous voyons les montants alloués, soit à la rénovation, soit à la construction ou reconstruction des écoles. C'est une question qu'on se pose et nous demandons amplement qu'une réponse appropriée soit apportée à ce niveau. Vivement la mise en place d'une commission qui va enquêter sur le travail des précédents ministres qui ont dirigé le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Pour qu'on chasse effectivement tous les fonds qui ont été alloués dans les différents départements là où vont des fonds là. Il faut qu'on chasse ça là. Vraiment, ça c'est le souci de tout le monde. Je souhaite qu'il y ait une enquête. Après cette tournée dans les écoles dont le constat s'est avéré amer, le ministre Guillaume et le directeur général du Service national des infrastructures et équipements scolaires de Guinée devront travailler en synergie pour trouver une solution. Lancement ce lundi à Conakry d'une formation de 20 experts du groupe consultatif de la société civile guinéenne pour les réformes constitutionnelles et légales. Pendant 5 jours, ces acteurs seront outillés en technique de suivi et de veille afin de mieux veiller sur le déroulement du processus de la transition en cours en Guinée. Bernard Koundouno, Aboubakar Din Kamara. Apporter une assistance technique pour la tenue des scrutins libres et transparents en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, c'est l'objectif de cette formation initiée par le NDI en faveur de 20 experts de la société civile. Pendant 5 jours, ces représentants de la société civile seront outillés en techniques de veille et de suivi pour leur implication dans la réussite de la transition en cours. Les 5 jours d'atelier permettant à ces acteurs de la société civile déjà aguerris de prendre effectivement conscience des enjeux liés à la présente transition et de pouvoir se doter d'un mécanisme leur permettant d'agir en tant qu'acteurs contributeurs et des forces de proposition pour que les prochaines réformes soient des réformes inclusives.
C'est le secrétaire général du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui est venu présider le lancement des travaux. Il a invité les participants à plus d'attention à cette rencontre qui est d'une importance capitale pour la réussite de cette transition. De là, comme consultants formés puissent vraiment être en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain pour que l'objectif visé dans le cadre de cette formation puisse être atteint. L'analyse du contexte politique actuel, les normes et principes internationaux applicables à une transition sont entre autres les différents thèmes qui seront débattus au cours de ces 5 jours d'activité présidés par des formateurs nationaux et ceux venus de la sous-région. Il y a aussi que ces acteurs seront outillés et des techniques de monitoring des organes de la société civile. À travers cette formation, les acteurs seront amenés à développer leur professionnalisme, faire preuve d'impartialité conformément aux recommandations de la société civile. Dans 2 jours, c'est-à-dire mercredi prochain, l'Agence nationale de sécurité sanitaire procédera au lancement de la seconde phase de la vaccination accélérée contre la COVID-19 à Kindia. Au siège national de l'ANSS à Conakry, l'heure est aux préparatifs. Responsables médecins, chacun s'active de son côté pour être au rendez-vous qui reste un tournant décisif dans la lutte contre la COVID-19 dans notre pays. Ali Badara Kamara, Abdoulaye Kamara. Quelques semaines après la fin de la première phase lancée à Koya au mois de décembre dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'apprête à lancer la seconde phase. Elle touchera les personnes qui n'ont pas complété les doses et celles qui n'ont pas encore bénéficié de vaccins contre la COVID-19 en Guinée. Au département, les préparatifs sont visibles. Les responsables des différentes sections tiennent des travaux concertés en vue d'harmoniser les efforts pour la réussite de la campagne de vaccination dans sa phase accélérée. Cette phase n'est pas différente de la première, mais à exception près, c'est que pour cette deuxième phase-là, en plus de ceux-là qui vont venir pour leur deuxième dose, parce que la vaccination est ouverte à tout le monde. Ceux qui n'ont jamais été vaccinés, ça arrive, il y en a toujours. Pour cette deuxième phase, 413 équipes sont mises en place, soit 1239 agents vaccinateurs. Des agents qui seront accompagnés par des mobilisateurs sociaux afin de vacciner entièrement la majorité des populations éligibles dans toutes les communautés du pays. Il revient donc à cet acteur, à cet agent, n'est-ce pas, de communication qui va amener donc toute personne qui jusque-là peut hésiter, n'est-ce pas, à se faire vacciner. C'est lui donc à qui il revient, n'est-ce pas, de convaincre, de parler, de communiquer avec celui-ci. Le constat révèle que dans les centres de prise en charge, les patients non vaccinés représentent le plus grand nombre des malades, parfois des cas graves. Parmi les personnes décédées à Bessia, les personnes atteintes d'hypertension représentaient 36%. Les personnes avec les PVV et les immunodéprimés représentaient 32%. Et les personnes avec le diabète, 20%. D'autres causes, 12%. Et la plupart de ces personnes n'étaient pas vaccinées. Après le lancement de cette deuxième, suivra celle des enfants. Autre sujet de l'actualité, les artistes guinéens vers une réconciliation nationale. L'UNAMGUI passe à la vitesse supérieure en validant le bureau exécutif des artistes de la Guinée forestière et c'était ce week-end à Conakry. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs artistes et musiciens de Guinée. Le compte-rendu est signé Diene Bemba Koulibaly et Amara Alex Silla. C'est dans le cadre de remettre en lumière la musique guinéenne que l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée a effectué une visite pour la mise en place du bureau qui dirigera désormais les artistes de la Guinée forestière. Mohamed Lakras Sissoko invite ses pairs à une union sacrée afin d'œuvrer pour le rayonnement de la culture guinéenne, à l'instar des autres pays de la sous-région. Faire la promotion de la culture, la création, la diffusion, dans le cadre de l'échange aussi culturel. Pérenniser le patrimoine culturel sur tous les plans. Selon le coordinateur national délégué auprès du Grand Bureau de l'UNAMGUI, la Guinée forestière connaît aujourd'hui une baisse vertigineuse de sa valeur musicale. Il n'arrive pas à travailler convenablement
dans le but de satisfaire les fans de la musique du Sud. Les enfants ne se sont pas adonnés à apprendre les instruments de chez nous. Personne n'apprend parce qu'il n'y a pas de retombées. Les premiers parents qui jouaient ça, c'était pour la réjouissance. Mais aujourd'hui, c'est de l'argent. Cependant, C.C. Paul Collier pense que la musique forestière est la base de la plupart des musiques modernes. En se donnant la main, on peut travailler avec des professionnels et puis travailler cette musique pour la vendre partout. Comme il a si bien dit, les gens se basent sur les rythmes et les chansons de la Guinée forestière pour pouvoir travailler. Cet artiste forestier nous décline ses ambitions dans sa carrière musicale. Je demande à toutes les personnes de volonté de me soutenir. J'ai envie d'aller loin un jour qu'on parle que le GA est international. Depuis la fin du premier régime en Guinée, la culture et les arts se sont retrouvés dans les oubliettes. L'UNAMGI envisage de les réveiller de ce profond sommeil. Le Sili Handball Junior féminin a validé sa qualification au championnat du monde prévu en juin prochain en Slovénie. Après s'être qualifié en demi-finale au terme de 2 victoires de rang respectivement contre l'Algérie et le Nigeria à la CAN Handball organisée en Guinée. Paul Fatia Tunkara, notre spécialiste maison, revient sur le parcours de l'équipe nationale. Tombeur du Nigeria pour sa deuxième sortie, le Sili Handball Junior décroche par la même occasion son ticket pour le championnat du monde de sa catégorie. Après une première victoire exaltante face à l'Algérie, la Guinée a enchaîné un deuxième succès ce dimanche 20 février en disposant du Nigeria sur un score de 32-26 au terme d'un match irrespirable. D'entrée dans cette opposition, les handballeuses guinéennes ont pris le devant face à des Nigérianes très coriaces. Au terme d'une première explication avec de la réussite de part et d'autre, ce sont les filles de Jean-Louis Leblanc qui sont rentrées au vestiaire, amenant au score 17-13. En seconde période, le match s'est poursuivi sur le même rythme, mais cette fois-ci avec une réelle volonté des Nigérians de revenir au score. Mais c'est sans compter sur l'engagement et la détermination des Guinéennes qui n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. C'est finalement sur une victoire étriquée de la Guinée 32-26 que la rencontre va se terminer. Une très belle deuxième victoire du Sili Handball Junior Dames qui sera donc au rendez-vous du prochain championnat du monde prévu du 22 au 3 juillet en Slovénie. Félicitations donc à notre équipe nationale. À présent, place à notre angle. Accepteriez-vous que votre enfant ou votre cousin ait pour métier la danse traditionnelle? Cette question se pose et sûrement la réponse pour beaucoup c'est non. Les jeunes qui pratiquent cette profession en Guinée pour promouvoir la culture n'échappent pas à la raillerie de leurs proches ou même de la société qui pense qu'ils sont des fainéants. Malgré des moqueries, certains parviennent à atteindre leurs objectifs et vivre décemment de leur métier. Malika Sangana Kamara s'est intéressé à ce sujet. C'est notre angle de la rédaction. Suivez. La Guinée était autrefois reconnue dans la sous-région et à l'international à travers sa culture. Mais dès après la Première République, les groupes artistiques du pays se sont vus relégués au second plan. Faire de la danse un métier ou une profession est en ce moment mal perçu par bon nombre de personnes. Elles estiment que la danse n'est réservée qu'aux fainéants. Par conséquent, pas rentable. Une thèse que refute Mohamed Kouyaté. Au début, il pensait que ça, c'est pas le travail. Et ça, c'est un bon travail. Si on pense au début, le temps de Sékou Touré, on parle de radio, la télé. C'est le ballet qui a amené la télé avec le Kadhafi. Donc c'est très important qu'on soutienne le ballet, les danseurs. Parce que si aujourd'hui on dit la Guinée, on doit faire un festival international en Guinée pour les batteurs, pour les danseurs. La Guinée va être remplie pour le tourisme. Ce griot descendant du Bala Paseke pratique la danse traditionnelle depuis son jeune âge. Dans son parcours, il a certes rencontré assez de difficultés, mais celles-ci ne l'ont pas empêché d'apprendre la culture guinéenne et de la transmettre à la nouvelle génération.
Son objectif est de revaloriser les danses traditionnelles du pays à travers le monde. Instant de prestation sur scène. Deli Kouyaté dispense des cours de danse à ses élèves. On fait pour la Guinée, parce qu'on veut que la Guinée soit claire dans le monde. Qu'on connaît qu'un pays qui s'appelle la Guinée, si tu dois apprendre la danse, le tam-tam, si tu dois avoir la culture, il faut venir ici. Avec tout leur sérieux, ils sont motivés à maîtriser les chorégraphies enseignées. Je me forme en fait, j'ai envie de dire, à travers des stages, beaucoup en France et ici. Je pense que l'immersion, c'est ce qu'il y a de plus important en fait, pour comprendre, pour partager un petit peu toute cette culture. Je vais vous poser une question banale. Chez nous ici en Guinée, lorsqu'on voit son fils s'intéresser à une telle pratique, la tradition par exemple, on suppose que c'est un fainéant. Quelle est votre perception de la chose? Alors moi forcément, je trouve qu'être artiste, c'est loin d'être, je dirais, une activité de fainéant, parce qu'il faut donner beaucoup, il faut s'engager beaucoup pour avancer, pour progresser. Et moi je dirais qu'en fait, ici, les artistes, ils représentent, en fait, c'est un petit peu l'identité du pays. De la culture artistique du pays et qui a été quand même longtemps un peu la vitrine de la Guinée. Et je pense que c'est important que ça perdure, qu'on ne perde pas un petit peu tout l'aspect traditionnel et qui fait la force en fait de ce pays aussi par ses histoires, par sa culture, par le mélange des ethnies. Et c'est vraiment important que ça continue à rayonner ici, mais surtout à travers le monde. Ça me rapportait beaucoup de choses. Et j'ai voyagé 3 fois. La première, c'était au Canada, à Vancouver. Deuxième, c'était à Mexico City. La troisième, c'est en Italie que je viens d'arriver un peu. Maintenant, j'ai des projets que je vais aller encore. Avant nous, lorsque nous on commençait à danser, en Guinée, les gens même ne voulaient pas que, en fait, ces enfants, ils font des arts, ils font de l'art, tu vois, parce qu'ils disaient, si tu es un artiste, tu vas être saoulé, tu vas être fumé des drogues, des trucs comme ça. Dans ce centre culturel, le son des balafons, des tam-tams, du dundun, des cascagnettes, du bolon, de la kora galvanise la troupe. Ce cocktail d'instruments purement traditionnels fait revivre les valeurs ancestrales. Le groupe Soleil d'Afrique en prestation scénique procède à la sensibilisation pour un changement de comportement de la population. Le message passe par la danse et le gestuel en présence de la première autorité préfectorale de Koya. C'est très important dans la mise en valeur de la culture guinéenne. Et c'est la voie la plus simple de communiquer sans pression sur la population et qu'elle comprenne dans la joie et dans la danse. La culture, au-delà d'être un moyen d'éducation, elle peut aussi attirer les étrangers à venir visiter le pays. La Guinée a tous ses potentiels qu'elle pourrait bien en profiter. Il suffit juste de donner un coup de pouce aux artistes. Si on t'apprend, il faut apprendre les autres. Regarde, c'est fantastique. Si tu vois ça dans ton pays, c'est fabuleux. Parce que si aujourd'hui on amène les tourismes ici, mais c'est pour la Guinée. Tous les touristes qui sont là, ils amènent de l'argent. Ils amènent, comment dirais-je, la culture, leur culture. On met 2 cultures ensemble. C'est ça qui va évoluer les choses. Mohamed Kouyaté, fier de la danse d'Undumba, du Mané, de Yankadi ou encore de Makuru, compte vulgariser la culture guinéenne pour qu'elle retrouve sa place d'antan dans le monde.
Merci donc à Malik Sangiana Kamara pour ce grand angle de ce soir. Plus de 138 millions de francs guinéens, c'est la cagnotte à la Lonagui et c'est un Guinéen qui l'a remporté, mais également la sécurité routière, la Total Énergie en fait une priorité. De l'autre côté, ce sont les Jeux universitaires qui démarrent. Voilà le condensé de notre public reportage. Et quant à moi, je vous dis merci, au revoir. On se retrouve encore demain. Bye bye. Cet heureux gagnant de la Loterie nationale de Guinée n'a misé que 5 000 francs pour rafler un montant de plus de 138 millions de francs guinéens. Il est bien entré en possession de son gain ce lundi dans les locaux de la dite entreprise. Satisfait, ce gagnant invite la population à faire des paris à la loterie PMU Lonagui car selon lui, les gains sont bien réels. C'est ma première fois de me retrouver avec un tel montant à travers PMU. C'est vraiment réel. Donc j'invite tous mes amis à faire pareil. J'ai misé 5 000 francs guinéens seulement. Pour la direction de la Loterie nationale de Guinée, permettre aux parieurs de retrouver le sourire et devenir des riches, rien qu'à travers un pari est une mission à accomplir. Fortune aux parieurs et bénéfice à la nation. Ça, c'est la vision de la Loterie nationale. Et on est en train de faire en sorte aujourd'hui que le parieur soit au centre de nos préoccupations en faisant en sorte, au lieu de créer des gagnants, on veut créer des riches. Le directeur général adjoint en charge de l'administration à la Lonagui rassure également la disponibilité de tous les services. Il soutient par ailleurs que des réformes sont déjà envisagées par la dite loterie pour le bonheur des parieurs. On a jugé nécessaire et important de remettre tous nos produits tous les jours. Ça, déjà, ça part de la disponibilité de nos produits qui n'ont plus à attendre. Et chaque fois qu'une masse à partager n'est pas récupérée, on essaye de le replacer sur le même jour pour la semaine prochaine. Ce qui constitue au fur et à mesure des cagnottes qui incitent aux parieurs de venir encore prendre le pari. D'autres éléments qui sont extrêmement importants qu'on est en train de mettre en place, c'est l'amélioration des rapports. D'autres parieurs de la Lonagui sont également entrés en possession de leurs gains ce lundi même à Conakry. Pour lutter contre les dangers potentiels liés aux accidents de camions-citernes, Total Énergie a mis en place un programme de sensibilisation unique sous la forme d'un camion exposition qui va parcourir toutes les routes de Guinée sur près de 2000 km entre Conakry, Kankan et Zirokouré du 21 février au 30 mars 2022. Dans chaque localité où le camion fera étape, il déployera un dispositif. Les populations seront accueillies et pourront bénéficier de conseils et de formations sur les dangers de la route et les gestes qui sauvent si un camion transportant des produits dangereux venait à se renverser. Composé de plusieurs modules pédagogiques installés dans sa semi-remorque, ce camion de sensibilisation raconte l'histoire de Cécile, de la panthère et de la citerne. Une histoire tristement courante d'un camion-citerne accidenté qui va bouleverser la vie d'un jeune garçon, Cécile, et de tout son village. Intitulée « L'histoire qui sauve des vies », cette caravane de sensibilisation permettra de toucher plus de 1000 personnes par jour, soit plus de 30 000 personnes au total. Total Énergie espère que les personnes sensibilisées participeront aussi à témoigner de bonnes pratiques auprès de leur entourage. Par cette initiative, Total Énergie s'engage à protéger des vies. Pour plus d'informations, consultez la page Facebook de Total Énergie ou son site web gn.totalenergie.com/cc. Du 19 février au 26 mars, plusieurs compétitions sont organisées dans l'enceinte des universités du pays. L'initiative suscite de l'engouement. Dans ce sens, les organisateurs essayent de partager leurs idées
avec les responsables des institutions par le biais d'une caravane. 3 zones de compétition, la zone spéciale de Conakry, la zone 2 qui connaîtra naturellement la plupart des universités qui sont dans la région de Kindia et de Mamou. Ce sont les universités de Boké, de Kindia, de Mamou, de Kountia et aussi de Dubreka. Vous aurez la zone 3 qui regroupera à l'Abbé très prochainement la plupart des universités qui sont plus ou moins éloignées de la capitale. Le sport épanouit l'homme et lui procure du bien-être, d'où la motivation de Maurice et ses pairs. Des compétitions sont régulièrement organisées à travers le pays qui mettront bien sûr ces universités en émulation dans le cadre purement sportif. 2 ans que les Jeux universitaires ne se sont pas tenus, de l'université de Sonfonia à Unique en passant par Mahatma Gandhi, l'initiative est vivement accueillie. Je voudrais vous dire que nous comptons entièrement sur votre équipe et vous pour que durant ces prochaines semaines, que nos universités vibrent, que vous nous fassiez danser, que vous nous fassiez vraiment, que vous fassiez en sorte que nous essoufflions comme vous l'aviez fait lors de la réunion technique. L'équipe championne de ces Jeux ira représenter la Guinée aux Jeux universitaires du continent qui auront lieu au mois de juin prochain au Kenya. Ce mois-ci sur Sweet, c'est la